Au cœur de la transformation des entreprises se trouvent les achats. L'entonnoir de gestion de projet se veut à la fois pratique et pragmatique pour aider les chefs de projet dans leurs entreprises à optimiser leurs achats. Plus un projet est complexe, plus il y a de chances d'oublier des étapes ou de prendre des raccourcis qui peuvent vous faire passer à côté de l'innovation ou du levier achat qui fera toute la différence. L'entonnoir projet vous guide tout au long du processus de gestion de projet aux achats. Il est composé de 5 grands ensembles qui doivent être exécutés de façon chronologique. Vous avez l'état des lieux, ensuite le passage en mode projet, la construction de l'appel d'offres, le lancement de l'appel d'offres et enfin la phase décisionnelle et de transition. Tout au long de ce processus, l'acheteur devra faire preuve de rigueur et de méthodologie, d'un savoir-faire technique, mais également des qualités de savoir-être inhérentes à tout gestionnaire de projet en interaction avec les parties internes et externes de l'entreprise. La première phase du processus de gestion de projet est également la plus cruciale. Au cours de cette étape, qu'on appelle la phase d'état des lieux, le gestionnaire de projet et les principaux participants doivent évaluer la position interne de l'achat. Ce positionnement interne est réalisé autour de 2 axes qui sont le poids financier et l'indice de risque. Il permettra également de définir les forces et faiblesses sur le sujet achat en question. Il faut avoir dès à présent en tête que le rôle de l'acheteur est de réduire la complexité interne et externe. Donc ici, l'état des lieux interne a pour objectif de vous permettre d'identifier la direction à prendre. Par exemple, vous identifiez qu'un fournisseur est seul sur un article, que le risque est important et qu'en plus le fournisseur n'est pas fiable. Vous allez identifier la nécessité de mettre en place un second fournisseur par exemple, pour réduire le risque. De la même manière, si un type d'achat est votre numéro 1 dans vos dépenses, vous saurez que ce sera une priorité financière pour l'entreprise. Ensuite, l'acheteur réalisera une étude externe, aussi appelée analyse out du marché. Quels sont les acteurs, les innovations, les matières premières éventuelles et leur impact sur le prix? Comment fonctionne la concurrence, etc. Ces analyses internes et externes croisées vont permettre à l'acheteur de réaliser une analyse stratégique in plus out égale SWOT, c'est-à-dire d'identifier les forces, faiblesses et les opportunités et les menaces du segment étudié. À partir de là, il pourra finaliser son état des lieux. La deuxième étape sera celle du passage en mode projet, qui consistera à organiser une première réunion avec la direction pour présenter l'état des lieux, les objectifs principaux, l'équipe qu'il envisage afin d'avoir un accord de lancement du projet. À partir de là, l'acheteur projet organisera une réunion de lancement du projet en présentant le résultat de son état des lieux avec pour objectif de réfléchir sur les thèmes principaux identifiés lors de l'état des lieux et d'identifier les leviers techniques, commerciaux et RSE possibles au travers de ce projet et les résultats que l'on peut espérer atteindre, qu'ils soient économiques, sociaux ou environnementaux, également de gestion du risque, d'innovation ou encore de génération d'avantages compétitifs. Cette étape va permettre de définir clairement le besoin en prenant en compte les prescripteurs internes, mais aussi le marché et ses standards par exemple. Par exemple, chez un transporteur, un levier technique pourrait être, s'il utilise historiquement des camions de 19 tonnes capables de porter 8 tonnes, alors qu'en moyenne il en porte 2,5 tonnes, il sera intéressant de repositionner le besoin autour des camions qui devront être plus légers et donc qui seront moins chers à l'achat, à l'entretien et en consommation de carburant. La troisième étape est la phase de construction de l'appel d'offres. Plusieurs documents constituent le dossier d'un appel d'offres. Il faut les établir les uns après les autres et les faire valider par l'ensemble des parties prenantes du projet. Parfois même, il est intéressant d'intégrer les fournisseurs partenaires historiques afin de construire, tester l'appel d'offres pour une parfaite compréhension et facilité de réponse pour les fournisseurs consultés. À notre époque, les appels d'offres sont souvent totalement électroniques. Cela assure un important gain de temps à tous les niveaux et une traçabilité totale des informations. La rédaction d'un cahier des charges permet de spécifier les attentes vis-à-vis de ces produits ou de ce service. Le cahier des charges est rédigé soit de façon détaillée, soit de façon fonctionnelle. Dans le premier cas, les fournisseurs se contentent d'y répondre point par point. Dans le second cas, le donneur d'ordre fait appel à leur capacité à proposer des solutions. Le contexte de l'achat permet aux fournisseurs d'avoir une vision claire de l'enjeu,
Une description des caractéristiques du produit ou du service doit aussi y figurer. Le cahier des charges indique les critères que doivent remplir les fournisseurs pour répondre à l'appel d'offres. Plus les termes du cahier des charges seront précis et couvriront les problèmes susceptibles de se poser, plus les risques seront réduits. Les prescripteurs internes concernés doivent être associés à la rédaction de ce cahier des charges. Le client interne a-t-il défini un besoin au plus juste? Y a-t-il un risque de surqualité qui se traduirait par des coûts élevés ou inutiles? Si tel est le cas, l'acheteur doit travailler avec son prescripteur interne afin de mieux définir le besoin sans accepter des exigences exagérées et motivées par une attente de sécurité absolue. Concernant les fournisseurs consultés, il y a deux cas de figure. Les fournisseurs font déjà partie du panel référencé, ils sont connus, évalués et les risques sont maîtrisés. Ou il s'agit de nouveaux fournisseurs et il faut alors définir un protocole de référencement s'il n'en existe pas déjà un en interne. Plus les enjeux sont importants, plus le nombre de fournisseurs est important, plus la complexité est importante et plus il est crucial de penser en amont à simplifier au maximum, à automatiser autant que possible les étapes de traitement des réponses qui va s'en suivre. La quatrième étape sera donc maintenant le lancement de l'appel d'offres, c'est-à-dire la communication des éléments aux fournisseurs que l'équipe projet a souhaité consulter. Une fois les réponses des fournisseurs reçues, il y a bien souvent des phases de réajustement afin que toutes les offres soient conformes. L'acheteur procède à l'analyse des offres reçues et réalise son premier écrémage qui consiste à faire une première sélection de fournisseurs potentiellement référençables. Il s'agit de la phase 1, c'est-à-dire la première étape de présélection sur les bases de critères ayant un caractère éliminatoire. Il s'agit souvent du prix ou de points techniques, technologiques qui n'auraient pas été identifiés lors des phases de présélection. Ensuite, l'acheteur fera des retours ciblés aux fournisseurs afin de leur permettre de réajuster leur offre pour faciliter leur référencement. Une fois ce second tour réalisé, il sera temps pour l'acheteur de réaliser une analyse multicritère afin de définir les scénarios possibles. Il y a en général trois grandes typologies de scénarios qui sont le maintien sécurité, qui consiste à garder les partenaires actuels qui ont en général réalisé des efforts dans le cadre de la démarche, mais qui reste également le scénario le plus bas en termes d'économie. Ensuite, il y a le scénario stratégique, qui consiste à garder une partie du panel existant et à faire rentrer de nouveaux acteurs. Il s'agit de scénarios plus importants en termes d'économie et avec moins de risques. Enfin, il y a le scénario risqué, où on change tous les fournisseurs pour faire un maximum de gains, avec par contre des risques plus importants qui doivent être managés avec la plus grande précaution au risque d'affecter l'entreprise et de provoquer l'effet inverse que celui désiré. D'une manière générale, aucune transition ne doit s'effectuer brutalement et il est toujours pertinent de préserver les bons partenaires en place si l'écart financier reste acceptable. C'est pourquoi le scénario stratégique est souvent le plus préconisable. La dernière et cinquième étape sera la phase finale, à savoir le choix de la direction sur la base des trois scénarios possibles que vous aurez identifiés et des préconisations de l'équipe projet. Il conviendra ensuite d'informer les fournisseurs référencés et déréférencés afin de définir avec eux un plan d'entrée et de sortie progressive avec les parts de marché visées et à tous les fournisseurs de leur référencement et non-référencement. Cette analyse doit être formelle et explicite. Elle permettra de communiquer sur le choix final, non seulement en interne, mais également vis-à-vis des fournisseurs non retenus pour qu'ils soient plus compétitifs à l'avenir. La phase de transition est hautement risquée. C'est pourquoi il convient de toujours orchestrer un démarrage parfait, une bonne intégration dans l'ERP de l'entreprise, des notes d'information internes, des réunions opérationnelles, etc. Avec des montées et des descentes progressives des fournisseurs, voire des stocks de sécurité quand cela est possible pour pouvoir toujours faire marche arrière en cas de non-conformité par exemple. Enfin, l'acheteur pourra analyser avec l'approvisionneur que les premières factures sont conformes afin de valider la bonne application des conditions validées dans le cadre de l'appel d'offres. Il pourra ensuite passer à la phase de contractualisation. À ce stade, il se rapprochera de son service juridique pour construire des contrats accompagnés de cahiers des charges avec des formules de révision de prix, etc. Une fois les contrats signés, le processus de sélection fournisseur est enfin terminé. Si vous suivez ce processus, il ne pourra rien vous arriver à part obtenir des résultats exceptionnels sur tous vos projets.